Alors, on va faire ce rang. Alors. Dominique Técher est vigneron dans le Bordelais. Là, c'est les bourgeonnages. C'est fastidieux, mais faut le faire. C'est un métier difficile quand même. Ouais, je vais le garder celui-là. Voilà. Il cultive à la main ses 7 hectares de Pomerol, un vin d'exception. Ça, c'est foutu. Pour l'instant, la récolte 2023 s'annonce bien parce qu'il n'a pas gelé. Sa hantise, c'est de perdre le fruit d'une année de travail en quelques heures. Celui-là, je le garde, celui-là, je l'enlève. Celui-là, j'enlève, celui-là, j'enlève. D'autant que depuis peu, il doit faire face à un autre problème. Des négociants de la région auraient rempli des bouteilles de Bordeaux avec du vin de table espagnol. Là, aujourd'hui, l'Espagne produit beaucoup de vin. Elle a des tarifs concurrentiels. Bon, le type, il achète ça, il le bricole un peu, il met un peu de copeaux, de machin, je sais pas quoi, pour faire croire que ça a été levé en barrique. Les gens savent, mais ils disent « Ah, moi, je peux rien dire. C'est bon, là. Quand on sait, on dit, et voilà, c'est tout. Et comme ça se reproduit plus. » Et justement, dans quelques jours, le scandale sera sur la place publique. C'est un procès hors norme qui va s'ouvrir, avec 5 négociants et transporteurs sur le banc des accusés, pour une fraude qui porte sur 5 millions de bouteilles. Dominique a décidé de se battre. J'estime que je suis trahi par tout un système, par des instances qui détournent le regard quand il ne faudrait pas, etc. Si on ne peut pas acheter une bouteille en toute confiance en se disant « bon voilà, il y a marqué ça sur la bouteille, c'est vraiment ça ce qu'il y a dans la bouteille », eh bien moi je dis que notre métier il est vraiment en danger, quoi, hein. Et puis que c'est vraiment dommage pour les gens qui sont réglo comme moi. Aujourd'hui, 30% des produits que nous consommons seraient trafiqués. Et cela touche tous les secteurs de l'agroalimentaire. Dans ce verre, le vin est-il bien celui marqué sur l'étiquette? Ce morceau de fromage, est-ce l'original ou sa copie? Dans l'assiette, ce pavé de thon est-il naturel ou transformé? Et ces compléments alimentaires sont-ils bien à base de plantes? Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ceux qui se battent pour démêler le vrai du faux. À Sète, Denis Biascamano dirige une entreprise qui importe du thon d'Asie. Voilà. Et nous, on a une couleur naturelle. Il dénonce les pratiques de certains concurrents qui, selon lui, trompent les consommateurs en piquant du thon bas de gamme avec des conservateurs et des colorants pour le rendre plus rouge. Quand vous avez un produit qui coûte 10 ou 12 euros de moins du kilo, les gens, aujourd'hui, ils vont au prix, mais peu cher, on leur fait manger n'importe quoi. Dans le Jura, Joël se bat depuis 13 ans pour défendre la ligne noire de son fromage, le Morbier. Aujourd'hui, si on se bat contre des copies, c'est parce qu'on ne veut pas que d'autres nous prennent notre histoire, notre produit, parce que le Morbier, c'est le nôtre. Avec son avocate, Joël va mener une longue bataille pour faire cesser ce qu'il considère comme des copies. Ah oui, c'est impressionnant. 1, 2, 3, 4, voilà encore. Jade revient de loin. Elle a été gravement intoxiquée par de faux compléments alimentaires, soi-disant à base de plantes. Je m'en suis voulu un mort ce jour-là. Je me suis dit, mais comment j'ai pu croire quelqu'un sur les réseaux sociaux? Comment j'ai pu être aussi bête? Je pense que de ma vie, je n'ai jamais ressenti autant de rage que ce jour-là. Mais en enquêtant, elle va découvrir un dangereux trafic de substances interdites. Bonjour. Bonjour. Victimes de fraude, de contrefaçon ou de concurrence déloyale, tous se battent pour que cessent ces mauvaises pratiques et que le consommateur puisse passer à table en toute confiance. À Pomerol, Dominique garde précieusement quelques bouteilles de chacun de ses millésimes dans sa cave personnelle. Là, il y a des vieux millésimes, des très vieux millésimes, du XXe siècle. Voilà.
40 ans de travail de la vigne depuis qu'il a repris l'exploitation de ses beaux-parents. Oh, c'est une machine un peu à remonter le temps, bien sûr. Hein. 2002, 2000, 99, 98, 96, 94, même 95. Hein, c'est magnifique. Hein. C'est des bouteilles magnifiques. Voilà, un beau soleil, 95, moi je me rappelle. Et certaines années l'ont marqué plus que d'autres. Comme l'année 2013, où un terrible orage de grêle a décimé toutes ces vignes. 2013, il n'y a jamais eu de bouteille. Voilà, donc il y a un trou au milieu. On a perdu des dizaines de milliers d'euros. Enfin, moi, je ne suis pas sûr qu'on les ait vraiment perdus. Mais non, mais parce qu'après, il y a une question de confiance envers nos clients, quoi. Leur vendre un truc, on sait qu'il n'est pas bon. À la limite, on va le maquiller pour... moi, je ne fais pas ça, moi. Hein. Quand c'est pas bon, non, on ne met pas en bouteille. Hein. Cette année-là, 24 000 hectares de vignes sont détruits par la grêle. Le vin de Bordeaux se fait rare. Mais il y a des commandes à honorer. Alors certains négociants de la région vont mettre en place un circuit de distribution parallèle et totalement illégal. 131 camions-citernes vont traverser les Pyrénées depuis la Galice en Espagne à la région bordelaise. Dans leurs cuves, 31 000 hectolitres de vin espagnol qui vont remplir des bouteilles étiquetées vin de France, mais aussi Pomerol, Saint-Émilion. Pas de Bordeaux dans ces bouteilles, pourtant vendues au prix fort. Nous avons retrouvé un des acteurs de ce trafic. Il est poursuivi par la justice. Il accepte de nous parler à condition de rester anonyme. J'ai un courtier qui est venu me voir, qui m'expliquait qu'il y a une grosse cave de Bordeaux qui avait besoin de volume. S'ils ne trouvaient pas ces volumes, ils allaient avoir de gros soucis parce qu'ils avaient des contrats à honorer et que les employés étaient en jeu. C'est le courtier qui est arrivé, qui m'a proposé ça, qui a un petit billet de 20-25 000 à se faire par an. J'ai pas cherché plus loin. C'est vrai que j'ai été con, j'aurais dû creuser le truc pour savoir. On est à 3 jours du procès. Je suis pas bien du tout. J'ai perdu 10 kilos, je tremble. Je pense que je vais servir de bouc émissaire pour une affaire qui me dépasse complètement. Du côté des victimes, Dominique a rendez-vous avec un avocat pour réclamer des dommages et intérêts. À la lecture du dossier judiciaire, Maître Georges a été surpris de découvrir l'ampleur inédite de cette affaire. Ça implique une organisation, un passage délibéré dans une forme de criminalité, en tout cas une forme de délinquance organisée. Comment on peut faire pour que ça n'arrive plus? Parce que là, si on veut finir Bordeaux, il n'y a plus qu'à continuer comme ça, quoi. À quelques jours du procès, nous allons découvrir les rouages de cette tromperie à grande échelle. Dans le sud de la France, un autre chef d'entreprise se bat contre des pratiques qu'il juge déloyales et dangereuses. Denis Biascamano est un amoureux du thon. Une passion transmise par son père et son grand-père, marailleurs sur le port de Sète. Ça, dans les années 70, c'était le premier port de pêche de Méditerranée. J'ai démarré ici à Crier. J'avais tout juste 15 ans, voilà. 14 ans et demi exactement. Et j'y suis resté 35 ans. Voilà. Aujourd'hui, Denis a construit un empire. Dans cette usine de 4000 m², il importe d'Asie 5000 tonnes de thon par an, destinées aux grossistes et aux supermarchés. Tu as fini la Belgique? C'est pour l'Italie, ça? D'accord. Son secret de fabrication, c'est la congélation à très basse température, depuis le bateau de pêche jusqu'ici. Voilà, là on est dans le coffre-fort de Sud-Mer à moins 60 degrés. Voilà. Il doit y avoir aux environs de 3 millions d'euros de stock.
C'est compliqué de conserver à moins 60 Compliqué, non, c'est excessivement onéreux, surtout actuellement. Mais bon, il n'y a pas d'autre solution pour avoir la bonne qualité. Une technique qui garde toute sa fraîcheur au thon et surtout sa couleur. Voilà. Merci. Ça, c'est très bon. Très bon et naturel. Ce qui fait la valeur, c'est la couleur. Et nous, on a une couleur naturelle. Aujourd'hui, on combat les gens qui trafiquent la couleur en faisant croire aux consommateurs qu'ils achetaient le bon produit. Depuis quelques années, une pratique menace dangereusement l'activité de Denis. Un thon d'entrée de gamme dans lequel on injecte des additifs pour lui redonner sa couleur d'origine, le rouge. Il s'est procuré cette vidéo tournée en Espagne. On voit un thon qui est d'une qualité uniquement pour la conserve. Et ce thon, après injection, en injectant des produits, de la betterave, des nitrites, des colorants, le thon trouve une couleur rouge. Voilà, une couleur rouge. Ça, c'est tromper les gens. Je sais pas, pour moi, c'est... Je sais pas, ça me révolte de voir ça. Ça me révolte. Pourtant, cette pratique n'est pas illégale, dans une certaine limite. Nous avons cherché un de ces pavés de thon injectés dans un supermarché, à quelques kilomètres de l'usine de Denis. Denis va le comparer à un pavé de thon découpé dans son usine. Alors, vous avez fait bonne pêche? Eh ben oui, on a essayé de trouver du thon injecté. Ah. Vous allez nous dire ce que vous en pensez? Je peux pas passer du bien, mais enfin, on va le regarder. Oui. Voici le sien. Il est vendu 9 € la barquette de 130 grammes. Et voici le thon injecté, vendu 4 €. Tout se déchire. Voilà. C'est tout juste bon. Ça ne devrait même pas être vendu. Ça, c'est bon pour être mis en boîte. Rôti, oui, je ne sais pas comment ils font, les gars qui font les boîtes. Pour les conserves, c'est pas pour nous, ça. Allez, tout juste bon pour le chat. Et encore, il ne faut pas l'aimer. Tôt ou tard, il va y avoir un accident sanitaire. Je ne comprends pas qu'on laisse faire en Europe des choses comme ça, quoi. Cette barquette de thon, nous l'avons montrée à une spécialiste des fraudes alimentaires. Ingrid Kragel est l'une des dirigeantes de Foodwatch, une ONG européenne de défense des consommateurs. Elle va nous expliquer ce qui est autorisé et ce qui est interdit par la législation européenne. Alors ce produit, il est composé à 85% de thon. Donc ça veut dire qu'il y a 15% d'autre chose qui n'est pas du thon frais. Donc ça veut dire qu'il a été transformé. On n'est pas face à un thon frais au sens de la réglementation. Vous voyez, tout est indiqué là. Sur l'étiquette, la liste est détaillée comme le demande la réglementation. De l'eau, du sel, du sirop de glucose, des arômes, des conservateurs et de la betterave. Alors, c'est pas interdit, c'est permis par la réglementation, mais dans une certaine limite. La limite, c'est 300 mg par kilo de poisson. Là, en fait, on ne peut pas savoir si on est au-dessus ou en dessous de la limite, mais il est difficile pour les consommateurs de faire la part des choses et de savoir finalement quelle était la tête du poisson avant. Le thon transformé garde sa couleur rouge pendant 3 semaines. Celui de Denis brunit au bout de 4 jours. La couleur peut donc masquer la fraîcheur. C'est ce message qu'il veut faire passer. Un combat qui va le mener jusqu'en Espagne. Allez, très bien, on se prépare. Allez, top, c'est parti. Voilà, pas d'appel sur le... Jade aussi se bat contre une falsification qui parfois peut virer au drame. Aujourd'hui, elle a retrouvé le goût de l'effort, mais elle revient de loin. Yes, pas mal ça. Une pilule minceur a bien failli lui coûter la vie. Très bien. Bah, rotative ici. C'est 1, 2, 3, 4. Voilà, encore. Allez, c'est bien ça. L'échauffement est compliqué quand ça fait longtemps qu'on a arrêté. Super, glisse en dessous du bras. Je pense que j'ai très bien compris après ce qui s'est passé qu'il ne faut plus que je cherche les petits chemins, les raccourcis, les petits chemins secrets. Il faut que je reste sur la bonne route et c'est tout. Ok, bien ça, super. Très bien, quel entraînement tu t'es donné aujourd'hui. Super, Jade.
Quand Jade s'installe à Paris, elle arrête le sport et ne mange que des plats préparés. Elle prend du poids, 33 kilos. À l'époque, je faisais plus de 80 kilos. Je pense que c'est la pire période de ma vie. Sur les réseaux sociaux, elle trouve une pilule supposée contenir des baies rouges, des feuilles de cactus et des agrumes. Un mélange présenté comme 100% naturel. Voilà la cure. 30 jours, on va voir. 7 à 10 kilos par mois. La promesse, une perte de poids spectaculaire pour 190 €. Jade commence sa cure le jour de Noël. Elle est loin d'imaginer le calvaire qui l'attend. Quand j'ai commencé à avoir des palpitations, la gorge sèche, la bouche sèche, je transpirais chaud-froid, j'avais vraiment les frissons et tout, je me sentais pas bien. J'avais l'impression que mon cœur, il était en train de sortir de ma poitrine. C'est comme si quelqu'un était en train de me taper à coups de poing ici sur la poitrine et de m'étouffer. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Et le lendemain matin, il y a des hallucinations qui ont commencé. Ces symptômes vont continuer plus d'une semaine. Inquiète, Jade décide de faire analyser ses pilules dans un centre anti-poison. Du coup, les analyses, elles ont révélé que la seule substance qu'il y avait à l'intérieur des gélules, c'était la sibutramine. La sibutramine, un coupe-fin dérivé des amphétamines, interdit en Europe depuis 2010, est responsable de la mort de plus d'une trentaine de personnes dans le monde. Le centre anti-poison déclenche une alerte et ces pilules sont rapidement interdites à la vente. Il y a des gens qui sont morts à cause de ces médicaments et il y a quelqu'un qui s'amuse à le faire passer comme si c'était des plantes et que ça aidait à perdre du poids. Et moi, j'ai pris ça. Si on ne dénonce pas, il ne se passera rien. Jade espère retrouver non seulement ceux qui font la promotion de ces pilules sur les réseaux, mais aussi ceux qui les vendent. Elle a porté plainte contre X et fait appel à maître Hélène Coustet. Bonjour. Bonjour. Avocate en droit pénal. Les peines pour mise en danger de la vie d'autrui peuvent atteindre 7 ans d'emprisonnement. Dans ce genre d'affaires, rares sont les victimes qui osent porter plainte. Ce qu'on observe très souvent, c'est qu'il y a une forme de déni, en fait. Parce que c'est pas si facile de se reconnaître comme victime. Il y a aussi tout un phénomène de honte qui est lié tout simplement au type de gélules qui ont été prises. Et donc, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui préfèrent finalement ne pas porter plainte ou ne pas se porter partie civile dans le cadre du procès, plutôt que de reconnaître aussi finalement le fait d'avoir été un petit peu prise à défaut, un peu flouée. J'espère que les personnes, ils ou elles, je sais pas, ils arrêtent. Que ces personnes soient arrêtées et surtout qu'on arrête d'utiliser les faiblesses des gens pour faire de l'argent, en fait. Voilà. La première piste de Jade, pour rassembler des preuves, c'est l'influenceuse qui a fait la promotion de cette cure sur les réseaux. Elle compte près de 30 000 abonnés sur Instagram. Alors, pour les avantages de la cure, c'est clairement la perte de poids hyper accélérée et c'est des ingrédients naturels. En faisant la promotion de ces pilules, avait-elle connaissance de leur véritable composition? Elle a accepté de répondre à nos questions, mais souhaite rester anonyme. Bonjour. Bonjour Marion. Enchantée. Allez-y, allez-y. Donc, bienvenue dans ma chambre et mon bureau. C'est mon espace de travail. C'est ma petite. Elle habite en région parisienne et s'est spécialisée dans la confection et la vente de bijoux faits main. Pour son business, tout se passe sur Internet. Donc ici, on est sur ma page Instagram. Un code promo de 43% sur le prix de base. Elle reconnaît avoir fait la promotion de cette cure, qu'elle assure avoir elle-même suivie. C'était vraiment un partage spontané d'un produit qui, moi, m'a aidé, que j'ai décidé volontairement de partager, mais j'ai compris qu'il ne fallait pas. Maintenant, j'ai plus... L'influenceuse affirme qu'elle ignorait que ces pilules contenaient en réalité une substance interdite. Après, il faut savoir que je suis en train d'investir. La sibutramine, ça peut donner des palpitations cardiaques. Et donc, quand il s'agit du cœur,
ça rigole plus, donc ça pouvait tuer des gens. Donc c'est affreux, c'est affreux. Mais moi, ça m'a beaucoup appris. Je pense que c'est vraiment le plus grand problème que j'ai eu ces dernières années dans ma vie. Et après aussi, c'est... Et en effet, elle a bien prévenu sa communauté sur sa page Instagram. Je vous recommande de faire une pause de ces gélules en attendant les résultats d'analyse du laboratoire. Elle a cessé toute collaboration avec la marque de pilules. De son côté, Jade va continuer son enquête pour retrouver les vendeurs de ces pilules interdites. Et elle va avoir quelques surprises. À Bordeaux, 10 ans après les faits, Dominique Técher attend le procès de francisation des vins d'Espagne. Lui respecte scrupuleusement les règles de la profession. Donc, voilà. Donc c'est notre chai de vinification. On doit savoir exactement ce qu'on a dans chaque cuve. C'est très contrôlé. On peut avoir un contrôle inopiné. On nous dit qu'est-ce que vous avez dans vos chais, est-ce que ça correspond à ce que vous avez déclaré. Voilà, donc chaque cuve est identifiée, quoi. Il se demande encore comment ce trafic a pu passer au travers des contrôles. Lui qui en a déjà beaucoup pour sa petite production. Bon, voilà donc les documents qui servent à nous contrôler en permanence au sein de l'exploitation. Voilà, déclaration de récolte, déclaration de sortie. On ne peut pas faire circuler du vin comme ça. Hein. On est corseté de tous les côtés, puisqu'on fait des déclarations en permanence tous les mois. Il est possible qu'on puisse frauder, mais c'est du grand art. Hein. Comment les fraudeurs ont-ils réussi à passer entre les mailles et infiltrer des appellations d'origine contrôlée? L'un des prévenus, qui reconnaît avoir participé au trafic, a accepté de nous expliquer les rouages de cette fraude à grande échelle. Il risque 5 ans de prison et 200 000 € d'amende. À l'époque, il avait une entreprise de logistique qui employait une vingtaine de personnes. Sur 3 ans, non. La fraude repose sur la falsification d'un document informatique. On est au courant de tout ce qui se passe. Les vins arrivaient en vin d'Espagne et on faisait une pièce de régie en vin de France. C'est le document douanier qui vous permet de faire la circulation des vins. Donc ce genre de papier, on en fait 15-20 par jour. Donc 5-6 de plus, c'était pas grave. Parce que c'était pas tout le temps non plus. C'était par période. D'accord, et donc en fait ces papiers, c'était quoi au juste? Il signifie que vous transportiez des vins d'un point A à un point B. Voilà. Vins qui n'ont jamais été transportés de ce point A à ce point B. C'est ça. C'était juste une façon de blanchir... C'est ça, c'est un genre de blanchiment. Ouais. D'accord. Ces faux documents de transport ont permis de masquer l'origine espagnole des vins. Comme sur ce document, origine Union européenne devient vin de France. Une opération qu'il aurait renouvelée une centaine de fois. Avec ses complices, ils sont accusés d'avoir trompé 21 négociants et grossistes. Ces vins auraient été revendus en moyenne 15 € l'hectolitre, alors qu'ils n'en valaient que 5. Nous avons contacté ces négociants qui ont écoulé ces faux vins sans le savoir, disent-ils. Un seul d'entre eux nous répond. Si vous confirmez que vous lui avez bien acheté des vins? Moi, j'ai malheureusement travaillé un peu de temps avec lui, et le peu de temps où j'ai eu, ça m'a causé plus de dommages et de temps passé qu'autre chose. Lui, il m'a vendu une appellation qui n'était pas la bonne, en fait, tout simplement. D'accord. Mais bon, moi, les vins, je lui ai commandés, c'est lui qui les a embouteillés et qui les a habillés et donc il les a expédiés. J'ai pas pu le débusquer en amont, c'est que lorsqu'on a eu le contrôle avec les fraudes qui a remonté ses factures d'achat, donc c'est là où les fraudes ont dit, bon là il y a un problème quoi. Là on parle de milliers de bouteilles a priori, je sais qu'il y avait des grosses maisons dans les noms, bon après il y a quand même je sais plus combien de centaines de camions entre guillemets qui sont passés. Je crois, si j'avais bien compris, il y en a eu pas mal qui sont repartis aussi à l'export. Les fraudes m'ont clairement dit, vous êtes une goutte d'eau dans cette affaire. Étonnamment, aucune de ces victimes collatérales n'a porté plainte. C'est la loi du silence dans le monde viticole. Dominique sera au premier rang le jour du procès, qui va débuter dans quelques jours au tribunal correctionnel de Bordeaux. Un jugement hautement attendu pour un tour de passe-passe record.
En Espagne, un autre grand rendez-vous se prépare. Le plus grand salon mondial des produits de la mer. 30 000 professionnels venus du monde entier se retrouvent à Barcelone pour y présenter leurs produits phares. 160 pays défendent leur savoir-faire. Vous parlez anglais ou espagnol? Comme vous voulez. Espagnol? Parmi les exposants, Denis vient tous les ans pour y trouver de nouveaux clients. C'est bien votre thon là? Il est sans additif? Bien. Il a été pêché quand? Il y a 7 jours. Vous en vendez en Espagne? Non, pas en Espagne. Le mien est trop cher. Votre thon? Oui, mais c'est normal, c'est du naturel. Ce client potentiel décide d'aller voir ailleurs. Probablement pour un thon moins cher, un thon transformé. La concurrence est rude. Cette année encore, Denis fait le même constat. La majorité, c'est du produit injecté. C'est-à-dire? Produit trafiqué. Création de couleurs. Toujours la même chose. Ici, cette technique de transformation est largement répandue. Et les machines à injecter le poisson sont exposées. Là, vous mettez de l'eau et vous ajoutez le sel qui est là. Et grâce à la pompe, vous mélangez l'eau et le sel. Ça vous donne 600 kg de saumure. Et enfin, vous envoyez votre mélange dans l'injecteuse. Des injecteuses comme celle-ci sont utilisées depuis une dizaine d'années dans l'industrie du thon. Denis a rencontré l'un des pionniers de cette technique. Il est espagnol. Ça, c'est le mien, ce n'est pas de l'injecté. Cet industriel a longtemps pratiqué l'injection d'additifs dans le thon avant de la dénoncer. Au départ, ce qu'on injecte, c'est de l'extrait végétal. Mais c'est très cher. Il existe donc d'autres produits qui sont, qui donnent un bien meilleur résultat et qui sont moins chers. Il y a le nitrite et le nitrate, les deux éléments qui donnent la couleur. Et ça, tout le monde le fait. Pour échapper aux autorités sanitaires, il y a des techniques bien rodées. C'est comme un cycliste qui est contrôlé positif avec un produit illégal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un processus à respecter pour ne pas se faire prendre. Ceux qui pratiquent des injections frauduleuses savent que s'ils font l'analyse le jour même du dopage, le résultat sera très élevé. S'ils le font 7 jours plus tard, ça redescend. Au final, c'est pareil dans notre secteur. Des techniques de plus en plus élaborées pour déjouer les contrôles et redonner au thon une fausse couleur, et donc une fausse fraîcheur. Le consommateur croit acheter un produit frais alors qu'il ne l'est plus forcément. Et le risque, c'est l'intoxication alimentaire. C'est ce qui est arrivé à David Alexandre. Il habite en région parisienne. En septembre 2020, il achète des pavés de thon au rayon poissonnerie de son supermarché. Ce soir-là, il prépare une recette japonaise à sa famille à base de thon mi-cuit. Le thon était d'une très belle couleur, totalement normale. Au contraire, il paraissait plus que frais, quoi. Il paraissait parfaitement bien, quoi. Ma femme et ma fille, sur la première bouchée, tout de suite, ça a piqué les lèvres et la langue. Tout de suite. Donc il n'y avait pas de doute, en fait. Il décide de se rendre immédiatement à l'hôpital. Quand je suis rentré dans la voiture, j'ai commencé à avoir des premiers vertiges, des premiers maux de tête. Et l'hôpital se trouvait à peu près un quart d'heure de voiture. Et je me suis quand même posé la question de savoir si j'allais pouvoir arriver de par moi-même à l'hôpital. On est parti. Dans ces moments-là, vous ne réfléchissez pas beaucoup. Vous avez votre femme et votre fille derrière qui sont très très mal. Et ma fille commence vraiment à se sentir plus que mal. Tous les trois ont été pris en charge par les urgences pour intoxication alimentaire. Avec sa femme, ils ont pu sortir au bout de quelques heures. Mais leur fille de 17 ans est restée sous surveillance jusqu'au lendemain. Ça s'est globalement bien terminé. Voilà. C'est une histoire qui nous a beaucoup secoués, mais depuis on est passé à autre chose et on remange du thon. Merci. Très bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir.
Cette intoxication, spécifique aux poissons bleus à chair rouge comme le thon ou le maquereau, porte un nom. Le scombrotoxisme. Elle est sous-diagnostiquée car souvent confondue avec d'autres pathologies. C'est ce qu'observe le docteur Deveau, chef de service à l'hôpital de Pontoise, qui a pris en charge David et sa famille. Il y a même des situations où on va rater le diagnostic parce que ça ressemble à beaucoup d'autres choses. Ça ressemble à une présentation de manifestations allergiques. Donc on se dit, ah tiens, c'est peut-être une allergie aux poissons. Mais quand c'est reconnu, c'est tout le bénéfice parce que vraiment, on peut donner aux gens une perspective tout à fait rassurante dans les heures qui suivent et donc leur donner un traitement qui va les sortir de là et voilà. Chaque année en France, les autorités sanitaires rappellent des dizaines de lots de thon. En 2021, une quarantaine de personnes ont été intoxiquées. Et ce chiffre a particulièrement augmenté ces dernières années. Difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Difficile aussi pour les autorités de détecter les fraudes aux additifs. Le thon reste en zone grise. Les faux aliments, ce sont des produits contrefaits, contaminés, mais aussi des copies. Parfois, entre l'original et son imitation, il n'y a que l'épaisseur d'un trait. C'est ce qui agite cette vallée du Jura. Joël Alpi est éleveur laitier depuis 3 générations. Il est aussi président du syndicat du Morbier. L'éleveur mène un épuisant combat judiciaire contre les copies de son fromage. Reconnaissable à son fameux trait noir. Merci, Joël. Ouais, c'est bien ça. Très lactique, onctueux. Soupe, ouais. Très bonne pâte. On est un peu en colère parce que, quelque part, on nous prend notre identité. Cette histoire, elle nous appartient. Et aujourd'hui, si on se bat contre des copies, c'est parce qu'on ne veut pas que d'autres nous prennent notre histoire, notre produit, parce que le Morbier, c'est le nôtre. Voilà. Le fromage qu'ils ont en ligne de mire s'appelle le Montboissier. Il est fabriqué en Auvergne à base de lait pasteurisé. Ah, vache. Bonjour Joël. Bonjour Delphine. Ah ben, je suis contente de vous voir. Joël a fait appel à Maître Brunès Toclet, une avocate chevronnée spécialisée dans le droit des marques. Oui, voilà, je me doute. Alors je vous suis. L'affaire est en justice. Après 13 ans de procédure et 2 procès perdus, ils espèrent gagner cette ultime bataille. Donc là, voilà, on a les 2 fromages qui étaient au cœur du litige, hein. Le Morbier et puis le Montboissier. Et là, en tout cas, pour nous, c'est évident qu'il y a une confusion manifeste entre les 2 produits. On veut que cette confusion cesse. Donc on ne veut pas interdire particulièrement la fabrication du Montboissier. Ils peuvent continuer à le fabriquer, mais qu'ils enlèvent cette raie sombre qui crée la confusion. Et la confusion franchit les frontières. À l'international, certains distributeurs utilisent l'image du Morbier pour revendre du Montboissier. Et là, oui, là, hein, ça, moi, j'avais été vraiment frappée par cet exemple, qui est un Montboissier qui est vendu aux États-Unis, certes, et qui est désigné comme étant le French Morbier. Voilà, ce qui prouve bien que la dénomination Morbier, l'AOP Morbier, hein, et son apparence aussi visuelle, c'est ce qui attire le public, hein, ce qui attire le consommateur. Voilà, c'est l'élément d'identification. Ça, c'est d'autres confusions. En fait, ça c'est d'autres Montboissier. Il est produit où, exactement ? En Auvergne. En Auvergne. Voilà, donc on est loin du territoire de protection de l'AOP, évidemment. Voilà. Voilà, donc là, on arrive donc, dans les caves d'affinage du Morbier. Magnifique. L'avocate a le droit à une visite personnalisée et l'explication des secrets de fabrication du Morbier. Ce fromage répond à un cahier des charges très précis. Sur les planches d'épicéa. Là, aujourd'hui, on a 5000 Morbiers. La cave fait 7000 places. Il doit être fabriqué au lait cru et affiné au moins 45 jours. C'est des petites brosses. Des petites brosses qui les brossent. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Donc on frotte avec de la saumure, ouais, de l'eau salée. Ok, avec de l'eau salée, d'accord. Dans cette coopérative, on fabrique une centaine de Morbiers par jour.
Son plus grand secret de fabrication se trouve dans une autre pièce. C'est le maître fromager qui le détient. Bonjour Pascal. Bonjour, enchanté. Voilà, donc là, c'est la phase finale de la première cuve, en fin de compte, c'est le démoulage. Une fois démoulés, les fromages sont coupés en deux. Voilà. Le gros couteau inox que vous avez devant vous va le séparer par le milieu. Donc là, on est en train de mettre le charbon végétal. Ouais. Le fromager, donc on va bien faire ce geste historique, ancestral. Voilà. Donc on en met bien sur toute la partie du fromage pour que sur l'étal du metteur en marché, du crémier ou du revendeur, on retrouve bien ce trait inimitable. C'est tout à fait ça qu'il identifie en fait. C'est comme ça qu'on le reconnaît. C'est sa signature. C'est son signe de reconnaissance. C'est ça. Une pastille garantit sa traçabilité. Mais elle n'empêche pas les copies. S'ils gagnent leur procès, il sera officiellement interdit de copier leur nom, mais aussi leur apparence. Et des centaines d'autres AOP pourraient en bénéficier. Mais à 300 km de là, en Auvergne, le fabricant du Montboissier n'entend pas se laisser faire. Dans les monts du Livradois, à Fournols, cette usine produit depuis plus de 30 ans un fromage qui ressemble à s'y méprendre à du morbier. Didier Thuer est le dirigeant de cette fromagerie depuis 3 générations. Et pour lui, le Montboissier n'a rien en commun avec du morbier. Voilà le fromage incriminé. Alors il y a certaines choses qui diffèrent. Déjà la taille du produit est plus petite parce qu'on a un fromage qui fait 3,5 kg contre 6 pour le morbier, donc c'est pratiquement 2 fois plus petit. Et son trait au milieu, le morbier est fait par du charbon végétal et nous c'est fait avec de la poudre de raisin. Ce Montboissier, c'est le fromage phare de son usine. Il en produit 13 000 tonnes par an et ce sont peut-être les derniers. Il risque de disparaître des chaînes de production pour une simple ligne qui n'a ni la même teinte ni le même goût. Ça fait comme ça quand on le met dans le... Voilà la couleur que ça fait. Bon, après, c'est sombre, mais c'est violet. Les poursuites du syndicat du morbier, Didier Thuer les trouve injustifiées. Aux gens qui nous considèrent comme des copieurs, je répondrai que quand on a créé ce produit, quand on a commencé à fabriquer ce produit, l'appellation d'origine n'existait pas. On peut faire le fromage sans l'arrêt, mais le fromage sans l'arrêt, ça n'a aucun intérêt. Le produit était connu depuis le début comme ça. Dans quelques semaines, il sera fixé sur le sort de son fromage. Jusqu'à présent, la justice lui a donné raison par 2 fois. Mais il ne faut jamais augurer d'une décision de justice. À Paris, Jade poursuit son enquête sur les faux compléments alimentaires. Après l'influenceuse, c'est maintenant la vendeuse qu'elle veut retrouver. Les pilules qui l'ont intoxiquée sont de nouveau en vente. C'est le même prix de l'année dernière, 195. C'est les mêmes photos, les mêmes avant-après. Pour moi, il n'y a pas de doute que c'est la même chose. La personne qui vend de nouveau ces pilules semble avoir changé de stratégie et l'explique sur les réseaux sociaux. Elle avait écrit « Ce compte, il est fermé ». On a ouvert à l'étranger, donc on est intouchable par la loi française parce qu'on n'est pas sur le sol français. Voilà, suivez-moi sur ce nouveau compte. Donc d'elle-même, elle a dit « Je ferme cette page, mais je suis toujours la même ». Pour preuve, la vendeuse a toujours le même nom de société et le même compte bancaire. Ces nouvelles pilules contiennent-elles toujours de la sibutramine? Avec Jade, nous avons commandé cette nouvelle cure et décidé d'en apporter un échantillon au laboratoire du centre anti-poison. Bonjour. Alors, vous nous amenez les gélules analysées, d'accord?
votre gélule, on va l'injecter dans cet appareil. Et grâce à cet appareillage, on va obtenir un profil de détection. Au bout de quelques minutes, le résultat tombe. L'informatique nous dit que la probabilité de plus de 92% est que cette molécule corresponde à de la sibutramine. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Et apparemment, il n'y a pas de composé, enfin là, en première approche, il n'y a pas de composé naturel, extraits végétaux, choses comme ça. C'est pas du tout naturel. Ok, bon. Ça me dégoûte. Personne ne lui dit rien, bah, il continue. On va juste stopper son site, elle va en ouvrir un autre, elle va continuer comme ça, ainsi de suite. Et à ce genre de personnes, je ne sais pas de quelle façon il faut les arrêter, mais il faut qu'elles arrêtent en fait de faire ce genre de choses. Pour le chef du service toxicologie, le docteur Langrand, ce phénomène est inquiétant. C'est lui qui a lancé l'alerte et fait interdire la première pilule grâce au signalement de Jade. Ça a été retiré du marché parce qu'il y a des effets indésirables, donc des hallucinations, le cœur qui bat vite, une agitation, une anxiété, enfin ce genre de choses. Mais aussi la possibilité d'accidents plus graves, notamment sur le plan vasculaire. Depuis quelques années, il voit la promotion de ces médicaments interdits exploser sur la toile. Des substances dangereuses, détournées de leurs usages initiaux, et des influenceurs qui se transforment sans toujours le savoir en dealers. Ce qu'il y a de nouveau là-dedans, je pense, c'est l'usage des réseaux sociaux pour les véhiculer. Et c'est effectivement extrêmement intéressant pour les vendeurs, puisque tout à coup, ça leur permet à peu de risques d'avoir accès à des communautés et d'avoir une filière pour les vendre. Ça, c'est vraiment très nouveau et, à mon avis, très intéressant pour les gens qui réalisent ces trafics. Qui sont ces personnes qui achètent ces pilules interdites et les revendent en toute illégalité? Interdite en Europe, la sibutramine est en vente libre dans plusieurs pays, comme le Brésil ou la Turquie. En quelques clics sur Internet, il est possible de commander 30 pilules de sibutramine, 52 €. C'est 3 fois moins cher que celle achetée par Jade. Sur l'avis de réception reçu par les clientes de la cure minceur, un nom et une adresse à Saint-Étienne reviennent systématiquement. Nous avons voulu la vérifier, mais personne n'habite à l'adresse indiquée. Après plusieurs jours d'enquête, nous avons fini par retrouver la trace d'une revendeuse en région parisienne. Bonjour. Oui, vous travaillez dans le salon? Ouais. En fait, je cherche. Oui. Ouais. Vous savez pas comment je peux la contacter? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. D'accord. Je saurais pas tout dire. Mais là encore, elle est aux abonnés absents. Pour Jade et son avocate, la bataille s'annonce difficile. Les personnes qui auraient commercialisé ce produit. Le risque, c'est que, et il faut le savoir dès aujourd'hui, on n'est personne en face de nous, puisque une société, elle peut se créer et puis disparaître du jour au lendemain. Donc nous, notre rôle aussi, ça va être d'être attentif et de donner à l'institution judiciaire tous les éléments de preuve pour pouvoir poursuivre tous les éventuels auteurs, tous les éventuels complices. Sa plainte a été déposée, mais aucune instruction judiciaire n'a encore été ouverte. L'enquête est donc loin d'être résolue. En Gironde, c'est l'aboutissement de 10 ans de procédure judiciaire. Du vin d'Espagne revendu en Saint-Émilion ou en Pomerol, c'est l'affaire jugée ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Les douanes réclament aux prévenus 4 millions d'euros, soit la valeur marchande du vin détourné. Il risquait également de lourdes amendes et des peines d'emprisonnement. Pour Dominique, ce procès est l'occasion de redorer le blason des vins de Bordeaux. Des négociants et des transporteurs comparaissent pour tromperie et faux documents. Mais les revendeurs de ces vins n'ont pas été poursuivis. J'attends qu'il y ait des vraies sanctions et surtout qu'on aille au bout. Parce que pour moi, là, actuellement, on n'est pas allé au bout des affaires. Hein. On n'est pas cherché à voir où est allé le vin, qui sont en fait les donneurs d'ordre. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, on va éviter les sujets qui fâchent. Hein, et qu'il y a deux lampistes qui vont ramasser tout, quoi.
Enfin, moi, c'est mon sentiment avant l'audience, maintenant. Après 1 heure d'audience, le jugement tombe. 2 des prévenus écopent de prison ferme. Ils ne pourront plus travailler dans le commerce du vin pendant 5 ans. Et les amendes atteignent au total plus d'1 million d'euros. Difficile à encaisser pour les accusés qui vont faire appel. Mais une demi-victoire pour Dominique. Les condamnations sont lourdes et bon, voilà, et logique. Hein. Vous étiez une année où il manquait de vin. Tous les vendeurs, ils disent trouve-moi du vin. Ils demandent à leurs commerciaux trouve-moi du vin. Bon, et puis j'ai pas vu comment ça se fait. Faut pas jouer la petite vierge qui est au courant de rien. Allez, à bientôt. Pour Dominique, toute la lumière n'a pas encore été faite sur cette fraude. Où ces millions de bouteilles ont-elles été vendues? Pourquoi les consommateurs ne se sont-ils rendus compte de rien? Le procès en appel va, il l'espère, permettre d'éclaircir ces zones d'ombre. Parfois, certains de ces combats pour l'authenticité finissent par aboutir. Dans l'affaire de la copie du Morbier, une issue se dessine pour Joël. C'est un fromage de brebis, donc c'est assez rare un fromage qui est fabriqué au Béarn et au Pays Basque. C'est le rendez-vous annuel de tous les fromagers. Ça va être fort en goût et un petit peu... Les 48 fromages AOP de France, du Chabichou au Reblochon, en passant par le Camembert de Normandie, viennent défendre leur savoir-faire. Et parmi eux, le Morbier. Mais Joël, lui, n'a pas le cœur à la fête. Mais tu penses que on l'aura là d'ici une demi-heure ou... Il attend la décision du tribunal dans sa bataille pour protéger son fromage. Ouais. C'est compliqué. Alors? C'est compliqué. Là, on n'a toujours rien. Comment? On n'a toujours rien. Mais tu vois, il est déjà presque 18 ans. Son avocate est en déplacement à Miami. Mais elle vient enfin d'avoir des nouvelles du tribunal et lui demande de le rappeler. Donc, bonjour Delphine. Bonjour Joël. Voilà. Alors, je suis de vous voir pour partager cette bonne nouvelle-là. C'est une bonne nouvelle? Ils ont suivi surtout. En fait, ils reconnaissent que l'arrêt sombre est un élément distinctif du fromage Morbier. Ok. Que la reprise par le Montboissier avec les autres éléments du fromage est une copie. Voilà, ils disent vraiment c'est une atteinte à l'AOP. Donc du coup, c'est vraiment super. Hein. Ouais, un grand soulagement. Hein. Vous voyez, vous avez bien fait. C'était jusqu'au bout. On a payé et vous avez vraiment bien fait. Bravo. Ok. Eh ben, écoute, Delphine, merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Bon week-end à toi. Et nous, en tout cas, ça va être un bon week-end. Hein. Oui, ça va être un bon week-end pour tout le monde. Hein. Ouais, voilà. C'est ça. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est bien, et puis ce soir, on pourra boire un coup tous ensemble. Cette belle victoire, quoi. Toute cette valeur ajoutée qui partait dans ces contrefaçons, ces copies, derrière, cette valeur ajoutée, elle va revenir sur le territoire pour faire vivre notre territoire, quand même dans une région difficile. Joël ne s'est pas battu seulement pour sa filière. Cette jurisprudence Morbier va profiter à l'ensemble des AOP. Joël, pour fêter ça, c'est 2 kilos de Morbier chacun. Pas 2 kilos, mais en tout cas, je vais chercher ce qu'il faut. Ah bah oui. L'aspect des fromages est désormais protégé par la loi. Voilà, allez. Voilà. Allez, président. En Auvergne, Didier Thuer accuse le coup. Il est condamné à stopper définitivement sa production de Montboissier en France et à verser des indemnités financières au syndicat du Morbier pour avoir copié sa ligne. Ça nous fait mal au cœur, mais bon, c'est une histoire qui se termine, c'est une page qui se tourne, d'autres s'ouvriront et on fera autre chose.
Donc ces derniers, on va les faire partir où? Ils vont partir, on va les garder essentiellement pour l'exportation. Il va désormais se concentrer sur ses AOP auvergnates et sur le fromage à raclette. En Gironde, Dominique n'en a pas fini de dénoncer les dérives du secteur viticole. Une nouvelle affaire de contrefaçon a éclaté en 2022. Des centaines de milliers de bouteilles de faux vins du Médoc auraient en réalité été importées d'Espagne. Il y a une viticulture honnête, voilà, et il faut la reconnaître. Voilà. Il faut surtout qu'elle prenne conscience du fait qu'elle doit se défendre, qu'elle doit justement défendre ça, pas dire on laisse passer parce que ça fera trop de bruit. Il faut dire non. Dans l'affaire des fausses pilules, Jade espère toujours que la justice ouvre une enquête. Pour acheter ses compléments alimentaires, elle a changé ses habitudes. Désormais, elle ne fait plus confiance aux réseaux sociaux et préfère s'adresser à un herboriste. Aujourd'hui, si je voulais prendre des gélules de guarana pour stimuler ma perte de poids, ça serait efficace ou pas? Oui, c'est intéressant. D'accord. C'est intéressant, mais le guarana seul. D'accord. C'est pas la peine d'ajouter autre chose. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Merci, au revoir. Au revoir. À la prochaine. Ouais, avec plaisir. À Barcelone, au Salon mondial des produits de la mer, Denis a le sourire. Rien n'est encore signé, mais il pense avoir réussi à convaincre une nouvelle enseigne de supermarché de renoncer au thon transformé. Voilà, on commence à gagner. On n'a pas gagné la guerre, c'est juste une petite bataille. Le chef d'entreprise peut savourer cette première victoire, car les combats pour démêler le faux du vrai dans nos assiettes durent souvent des années.